Merci à toutes et tous d'être présents. Je suis Gilles Maudroyer, je suis du groupe thématique LGBTI du mouvement. Je suis donc avec Giovanna Rincon, multiples casquettes, mais actuellement directrice d'Accept ST, militante de longue date du VIH et des droits des personnes trans, vice-présidente du Corvi Nord Île-de-France et membre du CA de SIDAction. Et avec Bruno Spire, multiples casquettes aussi, directeur de recherche à l'INSERM, ancien président d'AID et actuellement président d'honneur d'AID. Je ne vais pas être très long pour introduire cette conférence. C'est la deuxième fois qu'on organise une conférence sur le sujet aux Amphis d'été de la France Insoumise. La première fois, c'était il y a 2 ans. On avait organisé un petit atelier. Justement, on avait déjà invité Ed. Je sais que ça avait beaucoup plu. Et c'est bien de voir qu'il y a encore des gens qui s'intéressent au sujet. On aborde une nouvelle fois le sujet VIH légèrement dans un autre contexte, puisque la pandémie de Covid-19 a un peu remis au goût du jour la question politique des stratégies sanitaires face aux épidémies. Évidemment, les militants LGBTI, puisqu'on est le groupe thématique LGBTI, mais plus généralement les militants de la lutte contre le VIH-Sida savent depuis longtemps que les épidémies sont une question politique, mais avec le Covid, tout un tas de gens qui ne s'y intéressaient pas plus que ça ont réalisé que la manière dont on combattait une épidémie était évidemment une question politique et démocratique, et pas seulement une affaire scientifique. Et du coup, on en profite un peu pour en remettre une couche, montrer que cette approche, les approches qu'on a face à une épidémie ont d'énormes implications sur la place que ça peut avoir dans un programme politique pour nous. Donc il y a la Covid, il y a le VIH, mais aussi plein d'autres épidémies en cours ou à venir qui poseront des questions similaires de liberté, d'inégalité, d'exclusion, d'éducation, de prévention, de discrimination. On en profite aussi pour en reparler parce que ça fait 40 ans que l'épidémie de sida est là et que particulièrement sur le VIH, la situation actuelle relève un peu du paradoxe, puisque les moyens techniques pour mettre fin à l'épidémie existent. La recherche sur les traitements a progressé à un point qui est historique aujourd'hui. On a des traitements qui sont capables d'empêcher que des personnes contaminées par le VIH puissent le transmettre. On a d'autres traitements préventifs qui permettent d'empêcher que des personnes soient elles-mêmes contaminées. Mais malgré tout, selon l'ONU-SIDA, il y a encore 680 000 personnes qui sont mortes de maladies liées au sida en 2020 dans le monde, 1,5 million qui ont été contaminés par le VIH. Aujourd'hui, c'est l'absence de stratégie politique qui fait perdurer l'épidémie. Il est possible aujourd'hui de mettre fin à l'épidémie. Les modèles épidémiologiques le montrent. Et on pense qu'un gouvernement insoumis n'aurait pas comme seul objectif de prendre en charge dignement les personnes contaminées par le VIH, mais de se fixer l'objectif, qui est aujourd'hui celui d'ailleurs de l'ONU-SIDA, de mettre fin à l'épidémie en quelques années. Voilà, le VIH est un sujet d'intérêt général qui soulève des enjeux universels de démocratie sanitaire, de souveraineté aussi économique et scientifique, de recherche, de lutte contre les inégalités. C'est vraiment un sujet qui nourrit énormément de questions de migration, de handicap, d'éducation sexuelle. Et autant le groupe thématique LGBTI est à l'initiative de cette conférence, parce que l'histoire de la lutte contre le sida doit beaucoup au militantisme des personnes LGBT, qui ont souvent été en première ligne de l'épidémie. Mais évidemment, on a envie de développer ce sujet aussi avec d'autres groupes thématiques. Je ne sais pas si donc d'autres groupes thématiques, des personnes d'autres groupes thématiques sont présentes dans la salle, mais on travaillera avec plaisir avec vous. Le sida, quand bien même il touche un ensemble de populations clés, il concerne aussi toute la population. Des générations entières qui ont vu leur mode de vie bouleversé par cette épidémie. Et je pense qu'on peut se dire qu'à la France Insoumise, on a envie qu'une prochaine génération de citoyens n'ait pas à connaître cela, et que si la solution pour mettre fin à l'épidémie est là, et qu'elle est accessible, alors il faut la mettre en place.
Voilà, je pense que Bruno, tu vas parler en premier un peu pour cadrer un peu ce qu'est le sida aujourd'hui, et Giovanna ensuite interviendra sur des aspects de discrimination, notamment des personnes trans, et sur l'expérience du terrain que tu as aussi beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravi de vous parler des enjeux actuels autour du VIH. Donc moi, je suis à la fois chercheur, militant associatif de longue date. Je suis également un chercheur qui vit avec le VIH depuis 24 ans. Donc je connais un peu cette maladie, aussi bien dans ces différents enjeux des échanges que j'ai eus avec mes camarades et d'un vécu personnel et collectif. Alors déjà, je veux simplement vous rappeler que le VIH, c'est une maladie due à un virus. Il n'y a pas que le coronavirus dans la vie, il y a aussi le VIH, qui est une maladie chronique aujourd'hui. C'est un virus qu'on contracte par voie sexuelle, par voie sanguine ou de la mère à l'enfant. Et quand ce virus est apparu dans les années 80, le pronostic était très sombre, puisque 99% des gens évoluaient vers le sida et donc vers la mort. Et il n'y avait strictement rien à faire que de les accompagner. Nous, notre évolution, si j'ose dire, c'est 1996 avec l'arrivée des trithérapies qui se sont depuis encore nettement améliorées et qui a fait qu'on pouvait vivre avec cette maladie et que la maladie devenait chronique. C'est-à-dire on ne guérit pas, mais on peut vivre en prenant des médicaments toute sa vie. Et puis ces médicaments étaient très lourds au début, avec beaucoup d'effets indésirables. Et aujourd'hui, ces traitements sont beaucoup plus simples et très bien tolérés dans la grande majorité des cas. Et vous voyez sur la diapositive, ça peut être, pour beaucoup de gens, c'est simplement un comprimé à prendre tous les jours. Et puis, autre bonne nouvelle, depuis 2010, on a maintenant la preuve que quand on prend un traitement VIH, antirétroviral contre le VIH quand on est infecté par le VIH, eh bien, si ce traitement est efficace, ce qui est le cas dans plus de 97% des cas, eh bien, on ne transmet pas le virus, même par voie sexuelle, même si on n'utilise pas de préservatif. Donc les personnes séropositives traitées ne sont pas des personnes qui sont à risque de transmettre le virus à autrui, et c'est un point très important, comme ce qui a été dit tout à l'heure, pour pouvoir arrêter l'épidémie, mais on y reviendra. Alors, malgré tout ça, c'est quand même une maladie particulière. Alors d'abord, je le rappelle, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas d'éradication. Quand on est infecté par le VIH, on le garde, on ne peut pas s'en débarrasser pour l'instant, même si on y travaille, mais ça fait des années qu'on y travaille, on n'y arrive toujours pas. Il n'y a aucun vaccin, on aimerait bien qu'il y ait un vaccin, ça ne poserait pas de problème, mais il n'y en a pas. Donc pour le moment, on fait sans. L'autre particularité de cette maladie chronique, c'est contrairement à d'autres maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension, à qui vous pouvez parler tranquillement que vous êtes diabétique ou hypertendu à votre voisin de palier, ça ne posera pas de problème. Vous ne dites pas facilement à votre voisin de palier que vous avez le VIH. Et il y a toujours un regard de la société sur cette maladie qui est assez particulier et qui a finalement très peu évolué depuis le début de l'épidémie. C'est toujours quelque chose d'un petit peu honteux, et qui fait parce qu'il y a une très grande stigmatisation des personnes atteintes, et ça pose pas mal de problèmes. Autre particularité, c'est une épidémie qui n'est pas contrôlée, c'est-à-dire qui continue à progresser un peu partout, et qui touche, en tout cas dans les pays industrialisés, les pays du Nord, ça touche essentiellement des populations particulières. Ça touche quasiment pas la population générale, donc là on est très différent de la Covid-19. Ça va toucher principalement les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, les personnes trans, les usagers de drogues injectables et les personnes migrantes qui viennent de pays endémiques où l'épidémie touche plus largement la population. Autre point marquant, c'est qu'il y a de très grandes inégalités entre pays dans l'accès aux soins et la prévention. Si on est évidemment dans un pays pauvre, c'est souvent plus compliqué, même s'il y a des mécanismes de solidarité internationale, et on y reviendra un peu plus tard. Et puis, quelque chose qui est très intéressant dans cette maladie, et je vais insister là-dessus sur la diapo suivante, c'est que
ça a été la première fois qu'il y a eu une mobilisation des malades pour faire bouger les choses. Et là, les avancées, elles sont parties d'en bas, elles sont parties de la base, et elles sont été vers les gouvernants, et non pas l'inverse. Alors, la mobilisation des malades, elle a été présente dans beaucoup de pays, aux États-Unis, mais aussi beaucoup en France. Et c'est cette mobilisation des malades et de leurs proches qui a été à l'origine de la création des associations, des différentes associations. C'est vrai pour AIDE, c'est vrai pour Accept ST et pour plein d'autres. Et AIDE, qui est une association de lutte contre le sida généraliste, était une sorte d'association matrice où plein de personnes sont venues à AIDE au début pour voir, certaines y sont restées, d'autres ont été créées leur association pour différentes raisons, pour certaines spécificités, et c'est un peu comme ça que le mouvement associatif s'est créé. Alors pourquoi il y a une telle mobilisation dans le VIH? C'est justement pour lutter contre la stigmatisation et contre le déni politique qu'il y avait au début de l'épidémie. Au début de l'épidémie, les politiques n'en parlaient pas. Il n'y avait aucune réaction. C'était silence radio au gouvernement, silence radio au ministère de la Santé, et tout devait être décidé à partir des associations. Il fallait qu'on se débrouille. C'est un peu la situation inverse quand on pense à la crise sanitaire d'aujourd'hui où tout est décidé d'en haut et on ne consulte pas. Donc il faudra peut-être parfois trouver un juste milieu. Et là, il fallait qu'on se mobilise, sinon personne ne faisait rien. Alors ça a été une mobilisation sur l'innovation. Il a fallu qu'on invente plein de choses. Et il y a plein de concepts qu'on utilise aujourd'hui dans d'autres maladies ou dans d'autres champs qui ont été inventés, expérimentés dans le cadre du VIH. Alors c'est vrai pour, par exemple, l'autosupport des malades ou l'autosupport des personnes exposées. Ça a été vrai aussi sur la réduction des risques, le concept de réduction des risques lié à l'usage de drogue avec l'arrivée des seringues à usage unique, qui était quelque chose qui a été demandé par la communauté des usagers de drogue. Ça a été vrai aussi pour une vision du soin avec une prise en charge globale, médicale et psychosociale en mettant le malade au centre. Ce n'était pas quelque chose qui existait avant le VIH. Et puis aussi une approche très importante qui a été portée par les associations, qui est le droit des malades, le droit des personnes, qui est une condition très importante pour le soin, pour avoir envie de se soigner ou avoir envie de prendre soin de soi dans la prévention. Et donc finalement, cette mobilisation des malades, elle a permis une réappropriation du savoir par les malades, avec un dialogue avec les sachants, comme on dit, donc les médecins, les gens qui ont fait des études. Et cette espèce de dialogue a permis de faire que cette réappropriation permettait un savoir profane extrêmement important. Et dans AIDE, maintenant, tous les militants qui viennent à AIDE ont d'abord 3 week-ends de formation dans lesquels on porte cette formation profane de savoir militant acquis par l'expérience, un peu sur un modèle de l'éducation populaire. Alors, vous allez me dire, je dis le VIH ça va bien, mais il y a toujours des difficultés pour les malades. Il y a d'abord des difficultés communes aux malades chroniques en général, VIH ou pas VIH. Des difficultés d'accès à l'emploi. L'emploi, vous allez me dire, tout le monde a des difficultés d'accès à l'emploi, mais les études montrent que c'est encore pire quand on est malade que quand on n'est pas malade. Il y a également des difficultés d'accès aux assurances, une précarité sociale plus importante encore quand on est malade que quand on n'est pas malade. Et puis il y a des difficultés qui sont spécifiques aux personnes vivant avec le VIH, qui viennent de ce contexte de stigmatisation. C'est parfois très difficile de pouvoir parler de son statut sérologique, de révéler son statut. Il y a des gens qui cachent toute leur vie leur séropositivité, qui vivent seuls du coup, et qui veulent en parler à personne. Et sans doute parce qu'on est dans une société extrêmement sérophobe, qui est souvent très excluante vis-à-vis non seulement des personnes vivant avec le VIH, mais quand on dit personnes vivant avec le VIH, les gens disent « oh là là, mais c'est quelqu'un qui est gay, ou c'est quelqu'un qui est trans, ou c'est quelqu'un qui est usagé de drogue, donc de toute façon, c'est quelqu'un qu'il faut stigmatiser ». Donc, avant même parler des questions de santé. Donc ça cristallise un peu toutes les discriminations. Alors les difficultés médicales, elles existent toujours, mais elles sont maintenant au second plan grâce à l'efficacité des traitements, mais elles persistent, et elles persistent notamment sur 2 dimensions, la dimension de l'accès aux soins pour les personnes
précaires notamment, qui ont souvent des gros problèmes d'accès aux soins. Et puis aussi, certains soignants, pas ceux qui ont l'habitude de soigner le VIH, mais tous les autres, par exemple les dentistes ou les gynécologues, qui sont très excluants vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH. Autre difficulté qui commence à apparaître, c'est que la population atteinte par le VIH vieillit, qu'il y a maintenant pas mal de comorbidités, et que du coup ça pose des difficultés supplémentaires parce que les personnes vivant avec le VIH sont obligées d'aller voir des médecins autres qui n'ont pas l'habitude de prendre en charge les patients VIH pour leur comorbidité, et ça peut poser un certain nombre de questions. Alors maintenant, je vais vous parler de prévention et d'arrêt d'épidémie, parce que la prévention, c'est toujours un champ pour lequel il y a des progrès à faire. Alors la prévention, c'est très important pour soi, pour éviter de s'infecter par le VIH, mais c'est important aussi à l'échelon collectif, soit pour stabiliser, soit pour contrôler l'épidémie. Alors stabiliser l'épidémie, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire que, on ne contrôle pas, mais il y a toujours le même nombre de cas qui arrivent chaque année. Ça, c'est une épidémie stable. Une épidémie contrôlée, c'est une épidémie dans laquelle on arrive à faire que plus personne ne s'infecte, quasiment plus personne, et du coup, il y a à gérer que les personnes qui sont déjà atteintes, mais au bout d'un certain temps, ces personnes, après quelques générations, il n'y aura plus de virus, une fois que ces personnes auront disparu. Alors quand on utilisait le préservatif comme seul moyen de prévention, on pouvait stabiliser l'épidémie. Et il y a des études qui montrent par exemple que s'il n'y avait pas eu de promotion du préservatif, l'épidémie aurait été encore pire que ce qu'elle a été. Mais on sait aussi aujourd'hui que le préservatif, ce n'est pas suffisant pour contrôler l'épidémie. Il faut des outils biomédicaux pour arriver à faire qu'il n'y ait plus de nouveaux cas. Et ces outils, on les a. Et donc on peut aujourd'hui arriver, s'il y a une volonté politique forte, à contrôler l'épidémie du VIH en quelques années. Alors c'est quoi ces outils? Eh bien ce sont des médicaments, les mêmes médicaments qu'on utilise pour le traitement, mais qu'on peut utiliser en prévention. Alors il y a d'abord traiter tous les séropositifs, quel que soit leur état de santé. Parce que les séropositifs, quand ils sont traités, ils ne transmettent plus. C'est le concept de U égale U, qui est un slogan un peu militant qui vient des États-Unis, qui veut dire undetectable égale untransmissible. Donc indétectable, quand votre virus est indétectable, qu'il est écrasé par les traitements, vous ne pouvez pas le transmettre, vous êtes intransmissible. Et aujourd'hui, l'épidémie, elle progresse parce qu'il y a des gens qui sont infectés, qui n'ont pas fait le test, qui ne le savent pas. Et donc, comme ils ne le savent pas, ils n'ont pas accès aux soins, ils sont donc non traités. Et donc, ils peuvent transmettre, lors de leurs relations sexuelles, par exemple, le virus à autrui. Et aujourd'hui, c'est ça qui est le moteur de la dynamique épidémique. La deuxième façon pour pouvoir utiliser les antirétroviraux en prévention, c'est ce qu'on appelle la PrEP, c'est traiter les personnes qui ne sont pas atteintes par le VIH, mais qui s'exposent, qui font partie, par exemple, des populations particulièrement exposées, qui ont beaucoup de partenaires sexuels, c'est de les traiter avec un médicament qui permet d'éviter le risque d'infection. C'est un peu ce qui existe pour le paludisme. Vous savez, quand vous voyagez en Afrique, on vous dit pourtant bien de mettre des vêtements longs, bien couverts pour pas que les moustiques vous piquent, de mettre des repellants qui puent, fort désagréables. Mais il y en a plein qui vont pas arriver à le faire parce qu'il fait chaud, puis tout ça, c'est pas agréable, hein, un peu comme le préservatif. Et du coup, on vous donne des médicaments qui vont faire que si jamais le moustique vous pique, eh ben, il n'y aura pas de paludisme transmis. Et ben, la PrEP, c'est un peu la même chose. On vous dit qu'il faut mettre des capotes, mais bon, les gens, ils n'aiment pas toute leur vie mettre des capotes, et ça peut tout à fait se comprendre. Et donc, la PrEP, c'est un outil qui permet d'éviter de s'infecter. Alors, c'est différent du traitement qu'on a appelé d'urgence ou le traitement post-exposition, qui est un traitement qu'on peut prendre après un rapport à risque, si on a oublié de se protéger, et qui, dans les heures qui suivent la prise de risque, permet de rattraper le manque de prévention. Alors ça, on sait aujourd'hui que cette approche biomédicale de la prévention, on est en train de voir la baisse de l'épidémie dans toutes les villes qui ont une forte couverture, par exemple en PrEP. On voit que le nombre de nouvelles contaminations, pour la première fois depuis des décennies, commence à baisser. Mais il a fallu batailler contre des préjugés moraux, parce que ça ne plaisait pas du tout à certains décideurs
de donner des médicaments pour qu'on puisse avoir une sexualité sans préservatif, multipartenaire, et qu'on puisse avoir du plaisir finalement. Ça ne plaît pas du tout. Donc il faut bien avoir ça en tête. Il y a un débat là-dessus sur la PrEP, qui est un débat moral qu'il faut arriver à combattre par une approche de santé publique. Ça, c'est pour vous montrer la publicité qui est seule sur la PrEP, qui a été faite par l'association Aide et qui n'est pas faite par les pouvoirs publics, qui sont complètement timorés pour faire des grandes campagnes dans le public pour informer sur ce traitement préventif totalement nouveau. Et c'est ces campagnes qui ont été faites par l'association Aide, que vous avez pu peut-être voir dans le métro parisien quand elles ont été diffusées. Donc finalement, en prévention, si on veut rester séronégatif, on a une diversité d'outils de prévention. Alors il y a plusieurs possibilités pour rester séronégatif, c'est d'utiliser systématiquement les préservatifs pour tous les rapports sexuels, avec tous ses partenaires et pour toutes ses pratiques. Alors ça c'est facile à dire, mais toute sa vie, tout le temps, c'est pas forcément évident. Ou alors vous êtes monopartenaire avec un ou une partenaire qui est dépisté négatif récemment et qui n'a pas d'autre partenaire. Donc c'est fidélité et test et fidélité. Ou alors, vous avez un partenaire ou une partenaire qui est infecté par le VIH, qui prend un traitement et qui, ce traitement est efficace depuis au moins 6 mois. Comme je le disais tout à l'heure, si vous avez des rapports sexuels avec des séropositifs, traitez, vous ne craignez rien. Donc tout ça c'est important, ça veut dire qu'il faut dialoguer avec le partenaire pour savoir tout ça. Si on ne dialogue pas, on ne sait pas. Donc si on ne dialogue pas, on utilise la PrEP. Si on a des partenaires qui n'ont pas envie de rentrer dans les détails de sa vie sérologique, vous prenez la PrEP avant les rapports sexuels et vous êtes tranquille. Et puis je rappelle aussi, bien sûr, on a parlé de prévention sexuelle, mais que pour les usagers de drogue qui utilisent des seringues, il faut utiliser des seringues stériles, propres, pour chaque injection. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de notre association, de l'association Aide et de sa démarche. Donc, l'association Aide, c'est une association de personnes séro-concernées par le VIH ou les hépatites. Pourquoi les hépatites? Parce que les hépatites, c'est un peu un virus cousin du VIH qui touche les mêmes populations. Donc, quand on dit séro-concerné, on veut dire que chez nous, il y a des personnes séropositives, il y a des personnes séro-exposées, c'est-à-dire qui sont particulièrement à risque, il y a des personnes séro-affectées, c'est-à-dire qui ont des proches touchés, il y a des personnes tout simplement séro-solidaires et qui sont indignées, en colère par rapport au manque de volonté politique de pouvoir mettre fin à cette épidémie. Et la légitimité n'est pas réservée, vous n'êtes pas plus légitime parce que vous êtes séropo, gay, trans, ou la légitimité c'est simplement votre capacité de partager la colère commune que l'on a tous dans l'association et qui doit être une colère constructive pour proposer des innovations. Et Aide, c'est une association qui s'inscrit dans le champ de la santé. Santé, ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas aux droits, au contraire, parce que la santé, ça permet d'obtenir de nouveaux droits. Mais la santé passe aussi par les droits, parce que s'il n'y a pas de droits, on aura moins d'accès à la santé. Donc c'est une association qui existe depuis 1984, qui présente, vous voyez, sur la carte de France, dans plein de lieux, et dans lequel vous voyez un certain nombre de chiffres qui montrent que nous avons une implantation, et c'est une association assez grande, implantée un petit peu partout en France, y compris dans les départements français d'Amérique. Je voudrais surtout insister sur notre approche, et nous on revendique ce terme d'association communautaire. Alors quand on dit ça, ça fait un peu peur, on a l'impression que tout de suite on voit Ben Laden et les barbus. C'est pas du tout ça, l'association communautaire. On n'est pas communautariste. On est communautaire au sens de la santé communautaire parfois développée, par exemple en Amérique du Nord, au Canada en particulier. Alors il y a 4 piliers dans la démarche communautaire. Le premier pilier, c'est qu'on a une démarche ascendante. C'est-à-dire qu'on fait avec les personnes, on ne fait pas pour. Ce n'est pas le président de Aide qui décide tout seul qu'est-ce qu'il faut faire comme action. Les actions, elles sont pensées par les personnes que l'on cible. Elles sont inspirées du terrain et des besoins des populations qu'on rencontre, et on fait participer les personnes aux actions. C'est une démarche participative où on fait avec les personnes et pas seulement pour. Et c'est un peu le concept qui a été souvent exposé de rien pour nous sans nous. On fait avec. Et la méthode, c'est d'identifier les besoins, construire des solutions avec les personnes, d'expérimenter
et d'évaluer ce qu'on fait et ensuite d'essayer de le généraliser. Le deuxième pilier de l'association, c'est la reconnaissance du savoir expérientiel ou du savoir profane. C'est-à-dire qu'on considère qu'à être le savoir académique, bon, c'est très bien si vous avez une formation universitaire, mais on n'est pas obligé. Et au contraire, le savoir par l'expérience est très important. Et nous, on reconnaît, moi, ce que j'appelle la rianologie. C'est-à-dire que vous savez, tout le monde, les gens disent oh, moi je suis infectiologue, hépatologue, etc. Et bien nous, on est des rianologues, ou plus exactement, on est des vivrologues, c'est-à-dire qu'on est expert du vécu que l'on a sur la maladie ou sur la prise de risque. Et puis, en fait, on essaye de sortir de l'opposition entre les professionnels. On n'est pas contre les médecins, on n'est pas contre les sachants, mais on veut faire qu'on puisse cohabiter des sachants et des gens qui peuvent avoir un nouveau métier de par leur expérience. Et on a inventé des nouveaux métiers avec des acteurs communautaires qui peuvent être salariés dans l'association et qui vont au contact des populations, discuter avec les populations pour promouvoir la santé sur les questions du VIH et des hépatites. Donc on ne dit pas qu'il faut éliminer le savoir académique, hein, soyons très clairs, on n'est pas les Khmers rouges, mais il faut faire plutôt alliance. Alors, le troisième pilier, c'est la transformation sociale. C'est-à-dire que l'idée, c'est de transformer la société. On ne fait pas tout ça uniquement pour faire de l'action pour l'action. L'idée, c'est de modifier les lois, les règlements, acquérir de nouveaux droits. Et la légitimité de nos revendications, on l'a par ce qu'on constate sur le terrain, par les actions. Et ce n'est pas seulement du fait qu'on dit on vit avec un problème de santé, donc on sait. Non, on fait des actions et on valide nos hypothèses à travers la rencontre qu'on a avec les personnes avec lesquelles on travaille. Donc notre méthode, c'est toujours d'innover et d'évaluer, et ensuite de plaider vers les pouvoirs publics quand on a des résultats intéressants pour que les pouvoirs publics s'emparent de nos données et le généralisent. Mais on plaide aussi vers les laboratoires, c'est plus difficile encore, on en reparlera notamment sur les histoires de prix de médicaments. Et on a obtenu un certain nombre de choses. Alors, pêle-mêle, on a pu, grâce au VIH, obtenir faire reconnaître le Pacs, puis ensuite le mariage homosexuel. On a pu faire inscrire la réduction des risques dans la loi en France. On a pu avoir le droit au séjour pour soins. C'est grâce au VIH, si j'ose dire, qu'on a obtenu le fait qu'une personne qui souffre d'une maladie grave, pas seulement du VIH, une maladie incurable dans son pays, puisse être soignée, même si les forces politiques les plus réactionnaires veulent supprimer ce droit. On a pu obtenir les avancées en prévention, le traitement post-exposition, la PrEP. On a pu démédicaliser le dépistage avec les TROD, les tests de dépistage rapide qui peuvent être faits par des non-médecins, l'éducation à l'injection, et puis la démocratie en santé qui fait qu'aujourd'hui, c'est inscrite dans la loi et que les grandes décisions en termes de santé doivent associer les représentants d'usagers. Et puis notre quatrième pilier, c'est la force du collectif. C'est-à-dire que chez nous, personne ne peut rien seul. Tout doit être fait à partir de discussions et d'espaces de création collective. Et c'est un peu la magie associative de pouvoir imaginer des solutions. Vous rentrez dans une réunion, vous ne savez pas ce que vous allez imaginer. Et puis quand on est tous ensemble, on trouve des solutions. Alors je vais finir par les enjeux à venir. Alors les enjeux à venir, j'ai hésité un peu par thème. D'abord, c'est de combattre les barrières légales à l'accès aux soins et à la prévention. Ça, c'est des choses qui sont très politiques. Il faut abolir la loi répressive de 1970 contre les usagers de drogue parce qu'elle est nocive pour la santé publique. En France, on est un des pays les plus répressifs d'Europe qui pénalise aussi bien les trafiquants que les simples usagers de drogue, et ça, c'est un obstacle à l'accès aux soins. Il faut être beaucoup plus proactif dans l'innovation en réduction des risques. Il faut avoir des salles de consommation de drogue supervisées, il faut qu'on puisse tester, que les usagers puissent tester leurs produits avant de les consommer. Tout ça, c'est des choses qui, pour le moment, sont encore très compliquées dans la réglementation actuelle. Il faut bien sûr faciliter le soin et l'accès au séjour pour les malades étrangers, parce que même si on a obtenu des droits, il y a plein de bâtons dans les roues qui fait qu'avec un dispositif très particulier qu'est l'aide médicale d'État, c'est une sorte d'apartheid au sein de la sécurité sociale et qui fait que c'est une sécurité sociale à deux vitesses pour les étrangers irréguliers et pour les autres.
Et puis, il faut supprimer toutes les lois répressives vis-à-vis des travailleuses et travailleuses du sexe qui font que ça les fragilise et ça les éloigne de la prévention et de l'accès aux soins. Et sans doute, Giovanna insistera sur ce point davantage que moi. Autre enjeu, c'est de mieux soutenir une offre communautaire en santé sexuelle. On ne peut pas imaginer que pour nos populations particulières, elles ont des besoins spécifiques, d'écoute spécifiques. Si on les envoie systématiquement, uniquement à l'hôpital public, leur spécificité ne sera pas bien prise en compte. Et donc, dans une approche plus holistique, plus participative, on arrivera à attirer des populations qui aujourd'hui ne vont pas vers le soin et en permettant de déléguer un certain nombre de tâches à des acteurs non médicaux. Autre enjeu, c'est de défendre et renforcer la démocratie sanitaire. Donc elle est écrite dans la loi comme un principe, mais il y a trop de contournements. Et puis, elle n'est pas financée. Aujourd'hui, il y a une démocratie syndicale. Les représentants syndicaux ont des décharges pour leurs activités syndicales. Quand vous travaillez, que vous voulez représenter une association dans une instance de démocratie sanitaire, vous prenez sur vos congés. Vous voyez, elle n'est pas financée. Et du coup, ça la fragilise énormément. Les enjeux également à venir pour les personnes, c'est le prix des médicaments. Il faut permettre d'innover pour permettre un accès plus large des médicaments innovants, mais pour ça, il ne faut pas non plus qu'il y ait des dérives en termes de prix qui ruineraient la sécurité sociale. Et on a besoin que les usagers soient mieux représentés dans les mécanismes de fixation des prix des médicaments qui aujourd'hui est dans une obscurité invraisemblable et on ne sait pas trop comment les prix, parfois extrêmement élevés et abusifs, sont fixés sans que nous, les patients, on soit consultés et associés. Et il n'y a absolument aucune transparence dans ce parcours de médicaments, il faut que ce soit beaucoup plus transparent. Et bien entendu, notamment pour les enjeux internationaux, il faut s'attaquer aux droits de propriété intellectuelle qui font exploser le prix des médicaments. Et donc ça me permet de dire également qu'il va falloir renforcer pour faire mettre fin à l'épidémie, c'est pas seulement en France, il faut y mettre fin dans le monde entier. Donc il faut renforcer la solidarité internationale avec tous les pays. Et Aide s'est battue au début des années 2000 pour la création d'un fonds international de solidarité qui s'appelle le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. C'est un fonds multilatéral qui est l'objet d'attaques permanentes des grands pays qui voudraient revenir au bilatéralisme. Comme ça fait des enjeux plus politiques et diplomatiques. Ça ne leur plaît pas du tout, le multilatéralisme, et il faut être très vigilant là-dessus. Parce qu'il y a un risque de désengagement des grands pays tous les 2 ans, tous les 3 ans, quand il faut reconstituer ce fonds et mettre de l'argent. Et pour ça, il faut qu'on ait un engagement politique des gouvernements sur les questions de lutte contre cette épidémie. Alors pour conclure, je dirais que la lutte contre le sida, c'est une pointe avancée de la santé publique. Ce qu'on a obtenu, ça s'est appliqué au VIH, mais ça pourrait s'appliquer à plein d'autres champs. C'est une pointe avancée en termes d'innovation, en termes de mobilisation et d'approche ascendante participative, avec une vision globale de la santé et qui inclut également une vision droit. Elle a permis une alliance entre patients, chercheurs, soignants, tout le monde qui travaille sur cette épidémie travaille ensemble et s'imprègne chacun de son expérience avec un grand respect. Et il faudrait pouvoir décliner tout ça à d'autres champs de la santé, en particulier au champ de la crise sanitaire actuelle, où on a l'impression que les dirigeants aujourd'hui ont totalement oublié ce qui s'est passé dans le domaine du VIH et n'ont en tiré aucune leçon. Merci beaucoup. Merci Bruno. Merci à mon tour à tout le monde qui est présent. Merci Gilles et la commission qui a organisé cette rencontre. De mon côté, évidemment, tout comme toi, je suis une personne séropositive depuis 30 ans. Je suis impliqué aussi dans la défense des droits des personnes trans aussi depuis un certain temps. Aujourd'hui, je suis directrice de l'association Accept-ST. C'est une petite association, elle n'a pas la même envergure de l'association Aide. C'est une association qui défend les droits des personnes trans à Paris, notamment dans le nord de Paris, une zone très sensible dans Paris. C'est un projet qui offre un accompagnement global
pour les personnes trans les plus précaires en France en général. Moi, pour compléter un peu tout ce que tu viens de nous présenter, Bruno, j'aimerais surtout faire un point sur l'impact de la transphobie et aussi l'impact du sida chez la population trans en général. Il faut, pour arriver à ça, se rappeler que l'homosexualité a été déclassifiée des maladies mentales en 90 en France, et l'OMS aussi, à son tour, a déclassifié l'homosexualité en 90. Par la suite, en 92, l'OMS aussi a intégré le transsexualisme, c'est-à-dire les personnes transgenres, classifiées comme étant des personnes malades mentales. 30 ans plus depuis ce moment-là se sont découlés, et ça veut dire que tout ça a aujourd'hui des graves conséquences. On peut aussi penser qu'il y a l'épidémie du sida qui est apparue après, et dans une épidémie de sida où les personnes trans ont été largement aussi invisibilisées, puisque encore aujourd'hui, on ne connaît pas le taux de séroprévalence chez la population trans. Des stratégies de prévention et d'accès aux soins sont encore très compliquées à mettre en place en France, même si nous, avec nos actions, nous faisons toute une stratégie de santé communautaire pour faire en sorte que les personnes trans les plus éloignées du système de santé puissent accéder très facilement aux soins et se maintenir aussi dans le soin. L'épidémie du sida et aussi les violences que subissent les personnes trans, mais aussi une fétichisation de l'existence des personnes trans est une évidence aujourd'hui. On a une amalgame très systémique qui existe entre trans et prostitution, ou une personne trans est directement, uniquement une pratique sexuelle, ou interpréter la personne trans comme une personne qui change de sexe, ceci en créant une déshumanisation totale de l'existence et de la maltraitance que subissent en général les personnes trans à niveau social, mais aussi en général pour l'accès aux droits et pour faire valoir aussi lors des moments où les personnes trans sont victimes des violences. On ne connaît pas le taux de pauvreté qui touche en réalité les personnes trans en France ni nulle part, parce qu'il n'y a pas des études sociodémographiques, ni des études vraiment pour comprendre l'impact ni du sida, ni des violences chez cette population, comme je le disais. C'est aussi pour nous important de revendiquer évidemment des études, des recherches sur ces sujets, chose que nous faisons en ce moment avec AIDE et avec l'INSERM, qui est l'Institut national de surveillance sanitaire. Une étude qui s'est mise en place depuis l'année dernière, qui va durer 3 ans et qui va nous permettre de comprendre pour la première fois en France l'impact de l'épidémie du sida chez la population trans. Ces données-là sont précieuses, puisque pour la première fois, il y aura une étude scientifique institutionnelle qui donnera des indicateurs et qui donnera aussi vraiment la possibilité de mener un plaidoyer en faveur de la prévention chez la population trans. Acceptest, qui est l'association pour laquelle je travaille et je dirige, fait partie intégrale de cette recherche, et c'est à sa demande depuis un peu plus de 10 ans qu'enfin on a réussi à obtenir ce financement et de mettre en place cette recherche. Il y a d'autres recherches qui sont en cours. Tu parlais de la PrEP. Il y a aussi des études sur la question de l'impact de la PrEP et la faisabilité de la PrEP pour les personnes trans, des études qui sont aussi en cours.
c'est extrêmement important de rappeler pour moi à quel point aujourd'hui l'impact de l'épidémie du sida est très important dans la communauté trans. Au moment où je vous parle, nous avons à l'hôpital en ce moment hospitalisé une femme trans qui a à peine 21 ans, qui est de nationalité française, mais qui est née en Outre-mer, en Guadeloupe, qui a été infectée à l'âge de 13 ans et que n'arrive pas à intégrer ni à qui vivent dans le déni de sa séropositivité et qui a dû quitter la Guadeloupe, s'installer en France. Et en ce moment, elle n'arrête pas de faire des tentatives de suicide puisque, contrairement à ce qu'on peut penser par rapport, je ne vais pas jouer le drame sur les avancées scientifiques, mais à côté de ça, il y a quand même aussi des personnes qui vivent encore très mal le fait de s'avoir infectées et d'être impactées aussi par des autres facteurs, par des autres déterminants, des violences, des précarités, d'exclusion, telles que vivent les personnes trans. Un constat de terrain de ACEPTST, c'est savoir aussi l'impact des politiques législatives, notamment qui ont été adoptées en 2016, en premier la pénalisation des clients, qui a provoqué aussi une rupture des soins pour les personnes trans travailleuses du sexe. Pour être plus précise, ACEPTST a un local, il accueille du lundi au vendredi les personnes trans et leur offre un accompagnement social et sanitaire. Ce travail se réalise en collaboration avec l'hôpital Bichat dans le nord de Paris, ce qui nous permet d'offrir un accompagnement coordonné entre le communautaire et le service hospitalier. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a une augmentation des personnes trans qui décrochent, des personnes trans séropositives qui décrochent des lieux de soins, puisque depuis 2016, à cause de la pénalisation des clients, les personnes sont obligées de quitter Paris, d'y aller chercher à travailler dans d'autres régions, voire dans d'autres pays voisins de la France, et pouvoir continuer à gagner leur vie. Ceci a créé évidemment une grande problématique, puisqu'on se rend compte que les personnes vont quitter Paris et le lieu des soins, qui était leur lieu de soins référent, pendant des mois, des années, et certains, quand on revient à Paris, chez nous, elles sont déjà à nouveau malades, elles ont arrêté les traitements, ce qui veut dire une charge virale qui a augmenté, et la question de la transmission est une évidence, puisque qui dit travail du sexe dit mauvaises conditions de vie face à des politiques répressives où on sait que l'utilisation du préservatif aujourd'hui est vraiment de moins en moins une réalité et qu'il y a aussi des clients qui vont peut-être proposer des prestations sans capote, mais les conditions de vie aujourd'hui des personnes trans sont tellement sont tellement précaires que ce sont elles-mêmes qui vont proposer des rapports non protégés pour pouvoir éviter que le client parte avec une autre. Les clients se sont fait rares et donc ceci crée une ambiance vraiment délétère parce que la santé des personnes passe en deuxième degré d'importance. Ce qui est important, c'est gagner leur vie et pouvoir payer l'hôtel pour pouvoir rester dans une situation de dignité. Ce qui est aussi violent dans cette situation, c'est qu'il y a la PrEP qui a été définie par Bruno comme étant un outil majeur aujourd'hui pour y penser à l'éradication du sida. C'est une réalité scientifique, mais aujourd'hui, la même situation se présente pour les personnes trans, puisqu'elles vont commencer la PrEP aujourd'hui,
mais elles ne vont pas pouvoir continuer puisqu'elles vont quitter Paris pour les mêmes raisons. Et donc, l'observance et la bonne utilisation et garantir le résultat de cet outil est totalement impensable pour la population trans. Une chose qu'il faudra retenir aussi, c'est que qui dit personne trans et travail du sexe, ça veut dire aussi multiplier des rapports à risque et la quantité d'exposition vis-à-vis du VIH. Autre chose qui nous paraît importante à faire remonter comme information de terrain, c'est l'augmentation des expulsions, des avis des expulsions pour les personnes trans travailleuses du sexe, les contrôles d'identité, notamment pendant l'épidémie du Covid. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y avait évidemment l'obligation de confiner, mais les personnes trans n'ont pas pu respecter totalement le confinement. Et celles qui sortaient, ils devenaient rapidement visibles et soupçonnées d'être travailleuses du sexe et tout de suite amenées au commissariat et expulsées du territoire français. Ce qui signifie aussi que pour beaucoup aujourd'hui, c'est l'obligation d'encore travailler plus, d'essayer de gagner un peu d'argent pour pouvoir se payer un avocat et faire un recours contre ces avis d'expulsion. La question qui se pose, c'est que cette personne-là, ce sont par la plupart des personnes trans, travailleuses du sexe séropositives, et qui ont déclaré au moment de l'arrêt au commissariat qu'elles étaient séropositives, et malgré tout, la police a appliqué, le procureur a appliqué, le préfet a appliqué les avis d'expulsion. Comme vous voyez, la question des conditions de vie des personnes trans travailleuses du sexe confrontées au VIH et confrontées à la transphobie est une réalité qui est peu connue. On peut penser aujourd'hui que tout ce qu'on entend, parce qu'il y a une survisibilisation de la question trans dans les médias, chose qui peut apparaître comme positive, en réalité, c'est l'arbre qui cache la forêt, puisque la réalité pour les personnes trans qui sont touchées par des facteurs d'intersectionnalité entre immigration, travail du sexe, et puis la question des races aussi, c'est vraiment un cumul qui aujourd'hui servent de déterminant pour faire en sorte qu'à l'intérieur de la communauté trans, l'épidémie continue à faire des dégâts. Nous, au moment de l'épidémie du Covid, nous avons été totalement abandonnés par le pouvoir public. Nous avons interpellé le ministère Égalité Hommes-Femmes qui a un budget de 5 millions d'euros qui ont été destinés pour répondre aux besoins des personnes prostituées en France et pour leur proposer ce que le ministère appelle le parcours de sortie de la prostitution. Sauf que pendant l'épidémie, il était impensable d'imaginer des protocoles à imposer aux personnes sur ce volet de parcours de sortie de la prostitution. Pour nous, le plus important, c'était de garantir le lieu de confinement pour les personnes trans. C'est de cette façon que nous avons présenté au ministère de l'Égalité Hommes-Femmes. C'est aussi en leur rappelant que c'était une question de santé publique et qu'il fallait qu'ils nous débloquent de l'argent pour héberger les personnes trans, travailleuses du sexe ou pas, qui se trouvaient à la rue. Et le ministère a refusé, sous prétexte qui donnait de l'argent pour payer l'hébergement des travailleuses du sexe, c'était du proxénétisme, ça pourrait être interprété comme du proxénétisme. Donc nous avons été abandonnés par l'État, nous avons interpellé la ville de Paris. Heureusement, nous avons réussi à obtenir un soutien financier qui nous a permis de payer 3000 nuits d'hôtel pour des personnes trans travailleuses du sexe, qui nous a permis aussi de créer des colis alimentaires et de créer aussi des medikits composant du gel, du masque, du thermomètre, des préservatifs, parce qu'à la place d'y penser
à une stratégie de santé communautaire répressive ou moralisatrice, nous avons pensé à plutôt donner des medikits contenant aussi des préservatifs et des autotests du VIH qu'on envoyait même à domicile aux personnes. Et nous avons livré aussi de la nourriture à domicile, notamment pour les personnes trans sans papier, pour éviter qu'elles s'exposent à des contrôles d'identité. Comme je vous disais, l'impact de la transphobie et de l'épidémie du sida sont vraiment très importants et peu connus aujourd'hui, parce qu'on manque des données pour pouvoir vraiment rendre légitime notre travail, pour pouvoir faire dégager aussi de l'argent, puisque une chose qui manque aussi aux associations trans dans toute la France, c'est les moyens pour pouvoir vraiment agir. Je pense que la stratégie qu'Accept a mis en place depuis sa création, ça fait 10 ans que notre association existe, et ce que nous revendiquons comme plaidoyer majeur aujourd'hui en termes de stratégie santé communautaire, c'est le fait que nous avons réussi à réduire les délais pour faire en sorte que les personnes trans soient rapidement dépistées et accompagnées vers le soin avec le test rapide du VIH. Jusqu'en 2015, les délais entre dépistage et accès au traitement, c'était entre 2 à 6 mois. Et aujourd'hui, c'est 1 jour, puisqu'on dépiste les personnes trans dans notre local. Et le lendemain, nous avons des médiatrices de santé trans qui vont accompagner les personnes à l'hôpital et vont permettre effectivement que les personnes qui sont séropositives soient tout de suite mises sous traitement ou qu'elles puissent rentrer dans un parcours PrEP malgré toutes les problématiques qui aujourd'hui sont l'impact et les effets collatéraux néfastes des politiques répressives à niveau législatif. Nous, en tant qu'association préoccupée par la pauvreté qui touche la communauté trans en général, ici il ne s'agit pas des personnes trans précaires immigrées ou des personnes trans françaises précaires, c'est que la population trans en général est lourdement touchée par la pauvreté, et en pensant à un outil pour répondre et pour pallier à ces difficultés, nous avons créé en 2020 le Fonds d'action sociale trans, qui nous permet et qui nous a permis depuis l'année dernière de récolter de l'argent, des donations des particuliers, des dons privés, et aujourd'hui nous a permis évidemment de répondre notamment aux besoins d'hébergement pour les personnes trans les plus en difficulté. Je pense beaucoup aux personnes trans qui sont par exemple hospitalisées et qui en sortant n'ont pas un lieu d'habitation, soit parce qu'ils sont rejetés par leur famille, soit parce qu'ils n'ont pas de liens familiaux en France, et en sortant d'une hospitalisation n'ont pas un lieu pour continuer les soins nécessaires. Et quand les assistants sociaux des hôpitaux essayent de trouver un lieu, soit la personne trans est trop masculine, soit elle est trop féminine, soit aucune des deux, soit son état civil ne correspond pas à son genre social, ce qui crée vraiment des difficultés d'accès et une discrimination systémique pour les personnes trans, une transphobie systémique pour l'accès aux droits communs pour les personnes trans. Et donc les assistants sociaux se retrouvent à qu'il n'y a pas de réponse très souvent pour héberger les personnes trans dans des situations des besoins d'hébergement. Ce fonds nous permet aujourd'hui évidemment de payer des nuits d'hôtel, sinon aussi de participer au loyer des personnes quand elles se retrouvent vraiment endettées ou en grave situation de précarité.
Une réussite majeure pour notre association cette année, c'est que nous avons obtenu une mise à disposition d'une maison dans le 19e arrondissement de Paris qui va nous permettre d'ouvrir un premier lieu d'hébergement autonome sans l'intervention de l'État, sans aucune intervention des politiques publiques. Cette maison va permettre à CEPTST d'ouvrir un lieu d'hébergement pour les jeunes personnes trans qui sont en difficulté. Et ce projet d'hébergement, c'est le résultat évidemment d'une capacité de mobilisation des personnes trans, de leur capacité aussi à mobiliser et de s'impliquer en une espèce de, on va dire, capacité de faire des plaidoyers auprès de multiples populations. Nous avons investi avec AcceptST non seulement dans la lutte contre la transphobie, mais aussi dans la lutte contre le racisme. Donc cette convergence des luttes nous a permis aujourd'hui de devenir une association, oui, qui a un projet social et socio-sanitaire, mais qui reste quand même une association militante, une association qui revendique aujourd'hui auprès de l'État, qui dénonce et qui, en première, souhaite dénoncer la loi qui pénalise aujourd'hui les clients. Nous souhaitons que cette loi qui a été adoptée en 2016 soit abrogée, soit qu'on puisse faire des amendements, notamment en ce qui relève la pénalisation des clients et en ce qui concerne le dit parcours de sortie de la prostitution, puisque ce parcours de sortie de la prostitution est conditionné à la signature d'un contrat avec des associations qui ont été agréées par le ministère de l'Égalité Hommes-Femmes, mais que les associations, pour pouvoir bénéficier de cet agrément, doivent changer leur statut ou démontrer que dans leur statut, elles sont abolitionnistes. Chose que nous ne pouvons pas nous permettre, puisque nous ne sommes pas dans une stratégie de répression, ni dans un esprit fasciste de la sexualité. Donc pour nous, amender impérativement cette loi, qui malheureusement a été aussi soutenue par la France Insoumise, je pense que c'est important que tous les partis, parce qu'il y a beaucoup, ou presque la totalité des partis politiques en 2016 ont été favorables à cette loi, qui sachent prendre responsabilité et qui sachent écouter les associations, qui sachent écouter les conséquences de cette loi et de leur rappeler à quel point il y a des victimes collatérales, des effets collatéraux et que tout ça impacte l'épidémie du sida. Pour finir, nous pensons que pour les personnes trans, le changement d'état civil est une importance majeure aussi, mais il participe en quelque sorte à la lutte contre la transphobie. Ce que nous souhaitons, c'est que ce changement d'état civil soit déclaratif, libre, déclaratif et gratuit en mairie, et qu'il soit aussi mis à disposition des personnes trans étrangères, notamment celles où leur pays n'a pas de loi pour permettre le changement d'état civil. Juste pour rappel, le changement d'état civil en France actuellement permet aux personnes des nationalités françaises ou les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié de pouvoir modifier leur état civil. Toutes les personnes trans sans papier ou bénéficiaires d'une carte de résidente n'ont pas la possibilité de modifier leur état civil. Or, par exemple, le Venezuela, le Pérou, ce sont des pays où on pourrait penser que les personnes trans vivent en toute tranquillité. La Thaïlande fait partie. Pourtant, vous imaginez que la Thaïlande se présente toujours comme le pays modèle sur la question des personnes trans. Or, en Thaïlande, il n'y a rien dans la loi pour les personnes trans. Donc voilà, ça nous semble aussi important que le ministère de l'Éducation et le ministère du Travail en France puissent aussi mettre en place des circulaires. D'un côté, au ministère de l'Éducation, pour permettre l'utilisation, une vraie circulaire qui permettrait d'utiliser le prénom d'usage pour les jeunes personnes trans, et au ministère du Travail, évidemment, des circulaires
pour qu'on puisse promouvoir l'embauche des personnes trans et aussi des protocoles en ressources humaines pour que dans toutes les entreprises, les personnes trans puissent être accompagnées dans leur démarche de transition. Voilà globalement comment nous pensons qu'aujourd'hui, des politiques législatives peuvent permettre non seulement d'imaginer à participer à cette stratégie commune de lutte contre l'épidémie, d'y penser l'éradication du sida, mais aussi d'y penser d'éradiquer la transphobie de la société. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci à tous les deux. Bon, on le voit, ça ouvre beaucoup de réflexions importantes. Il est possible de mettre fin à l'épidémie de sida, mais comme tu l'as souligné, les inégalités sont vraiment aussi le terreau de l'épidémie parce qu'elles éloignent de l'accès aux soins. Et on voit qu'une stratégie contre le VIH, c'est une stratégie globale, pas seulement une politique de santé publique, ou en tout cas une politique de santé publique qui est aussi une politique de lutte contre les discriminations, qui ouvre beaucoup d'autres sujets de réflexion, notamment en termes de justice, de comment on aborde la question de la drogue, la question du travail du sexe. Alors on ne parle pas de nulle part, évidemment. Beaucoup des éléments qui ont été développés par vous deux font déjà partie de nos éléments programmatiques. On a parlé de propriété intellectuelle. Évidemment, le principe de la licence libre sur les vaccins qu'on défend aujourd'hui est quelque chose qu'il faut étendre à bien d'autres traitements et médicaments. On défend un pôle public du médicament aussi. Nos revendications sur le 100% sécu sont évidemment aussi des choses qui ont un impact direct sur l'épidémie. Il y a tout un tas de revendications en fait dans notre programme qui ne sont pas forcément pensées en premier lieu sur la question du VIH, mais on voit qu'en les mettant en cohérence, on a déjà l'embryon d'une stratégie qui reste à affiner et peut-être à définir, et on espère ouvrir cette réflexion avec les différents groupes thématiques qui sont de fait impliqués dans la question du VIH parce qu'ils traitent de questions qui touchent directement à l'épidémie. Je ne sais pas si vous voulez ajouter des choses maintenant ou si on passe peut-être aux questions. J'imagine que vous en avez et on a quelques minutes là pour y répondre. Bonjour, je m'appelle Flora Kimeno. Je suis totalement néophyte en ce qui concerne toutes les questions de prévention, d'action contre le VIH. Néanmoins, je m'y intéresse parce que je suis futur personnel paramédical. Et en fait, je me posais la question aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas de vaccin dans le VIH et que justement on est plus sur des préventions médicamenteuses aujourd'hui et si on arrivait à développer un vaccin, qu'est-ce qui serait préférable, continuer des préventions médicamenteuses ou généraliser une politique de santé publique sur un vaccin qui pourrait éventuellement être révolutionnaire dans ce domaine? Alors un vaccin, c'est pas pour demain malheureusement. Il y a de gros obstacles. Alors, le premier obstacle, c'est la variabilité du virus. On parle des mutants, des variants pour le coronavirus, mais c'est du pipi de chat à côté de la variabilité du VIH. C'est bien plus que ça. À l'intérieur même d'un individu, il y a plein de variants. Donc on est quelque chose comme 1000, 10 000 fois plus de variants dans le VIH que ce qu'on a pour le coronavirus. Donc ça, c'est déjà une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi la bonne réponse immunitaire. Dans le cas du coronavirus, 98% des gens qui attrapent le coronavirus, ils en guérissent. Il y a ceux qui ont une forme grave qui guérissent, et puis il y a ceux qui meurent. Mais si on ne meurt pas, on guérit. Donc si on guérit du coronavirus, c'est qu'on monte une réponse immunitaire efficace. Et les vaccins du coronavirus, ils ne font que essayer de reproduire. C'est vraiment bio, le vaccin coronavirus. Ça reproduit ce que fait la nature. Dans le cas du VIH, on ne sait pas puisque la nature ne permet pas de guérir du VIH. Donc on ne sait pas exactement
quelle est la bonne réponse à faire? Tant qu'on n'a pas vraiment répondu à cette question-là, on a du mal. Donc les essais qui se font sont très empiriques, et souvent ça ne marche pas, c'est empirique. Alors peut-être qu'un jour ça va marcher quand même, hein. On a découvert la pénicilline par hasard, donc peut-être qu'on trouvera le vaccin de VIH par hasard, mais il y a aussi beaucoup de recherches fondamentales à faire en immunologie sur ce type d'infection avant de pouvoir répondre à la question. Et puis après, si on avait un vaccin, est-ce qu'on abandonnerait la prévention biomédicale? Tout dépendrait aussi de son efficacité. Si on a un vaccin qui marche à 50%, il faudra sans doute le promouvoir et continuer la prévention biomédicale jusqu'à ce qu'on baisse suffisamment l'épidémie, où on n'a plus besoin de prévention biomédicale. Il faudra sans doute combiner plusieurs choses. Mais c'est jamais manichéen, c'est jamais ou d'un côté ou de l'autre. Par exemple, la circoncision, j'en ai pas parlé, mais la circoncision, c'est un moyen de réduire l'infection par le VIH. Dans la transmission hétérosexuelle surtout. Dans les pays où il y a une forte épidémie généralisée hétérosexuelle, la circoncision a permis de faire baisser nettement l'incidence. Mais ça ne protège qu'à 50%. Donc une personne qui est circoncise, ce n'est pas une garantie. Donc il faut aussi la prévention classique à côté. Donc vous voyez, les mesures de santé publique s'appliquent quand on a une protection partielle. Si c'est un vaccin total qui marche à 100%, bien entendu, on pourra laisser tomber tout le reste. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Merci beaucoup. J'ai une question pour Bruno là aussi. La PrEP est en train, sauf erreur de ma part, d'évoluer. En tout cas, on est en train de tendre vers des injections trimestrielles plutôt qu'une prise de cachet journalière. Est-ce que c'est dangereux de considérer ça ou d'essayer de faire un peu de pédagogie en assimilant ça dans la tête des gens à une forme de vaccin? Parce que quelque part, le fait de se faire une injection trimestrielle, une protection garantie à 100%, on pourrait presque assimiler ça à un vaccin. Donc voilà, c'était une question que je me posais. Une autre réflexion, c'est le fait que la PrEP, pour beaucoup de gens, pas mal de gens ne savent absolument pas de quoi il s'agit. Même des camarades, encore hier, avec un camarade gay, je parlais de ce qu'était la PrEP. Sur les sites de rencontres, il y a pas mal de HSH, donc d'hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes qui posent la question tu es sous PrEP, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Bref, il y a vraiment une méconnaissance là-dessus, alors qu'en fait, on pourrait vraiment, je ne vais pas dire éradiquer, mais en tout cas, on pourrait vraiment limiter fortement les contaminations grâce à la PrEP. Et donc, ma question, c'est quel est le meilleur moyen de parler de la PrEP, de véhiculer ça et d'en faire un véritable outil plutôt qu'une peur ou une méconnaissance. Et j'ai une question aussi pour Giovanna. On expulse encore aujourd'hui, tu l'as rappelé tout à l'heure, nos sœurs trans encore vers leur pays entre guillemets d'origine. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Est-ce que j'avais vu un article passé il y a quelques mois, il y a un an ou deux, de sœurs qui étaient expulsées au Brésil. Est-ce qu'on a des chiffres? Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire que la PrEP c'est un vaccin, même si on l'a fait par injection. D'abord, c'est pas encore validé, la PrEP injectable. On aura peut-être d'ailleurs des PrEP un peu plus tard, on aura même des PrEP par implant, qui seront sans doute mieux que les PrEP injectables. On mettra tous les ans un petit implant sous le bras et on est tranquille pendant 1 an. Ça, ce sera génial, mais c'est pas encore tout à fait validé non plus. Mais on peut pas dire que c'est un vaccin. Un vaccin, ça reproduit ce que fait. C'est-à-dire, et c'est très important aussi, quand on voit tous ces débats sur les vaccins, c'est pas naturel, etc. Si, le vaccin, c'est naturel. Ça reproduit l'immunité que ne fait la nature. Alors qu'un médicament, ça, c'est pas naturel, c'est chimique. Un médicament. On peut pas. C'est pas parce que le mode est injectable. D'abord, il y a des vaccins oraux. Le vaccin de la polio, c'est un vaccin oral qu'on prenait sur un sucre. Donc, vaccination ne veut pas dire injection. Donc, je pense que c'est important de pas mélanger les deux. Après, comment promouvoir la PrEP, notamment au niveau du public HSH? Alors, bien entendu, c'est en étant. La promotion de la santé, ça se fait par l'information, mais ça se fait aussi par le travail de dialogue individuel ou en groupe. Il faut promouvoir des espaces de discussion dans tous les lieux où il y a ces publics-là, de manière à en parler pour parler des peurs.
Moi, je connais plein de HSH qui ne veulent pas prendre la PrEP parce que justement, c'est chimique, c'est dangereux. Bon, ils prennent toutes sortes de drogues, de l'alcool, etc. Ils n'ont pas peur, mais prendre la PrEP, ça fait peur. Il faut parler de ces peurs, il faut les verbaliser. Il faut qu'il y ait des témoignages de gens qui la prennent et qui parlent du plaisir qu'ils ont retrouvé d'avoir une vie sexuelle sans peur. Tout ça, c'est comme ça qu'on va convaincre. De la même manière qu'on a convaincu pour les trithérapies au début. Trithérapie, moi je connaissais des gens atteints du sida qui pesaient plus que 30 kilos, qui allaient mourir dans le mois qui venait et qui avaient peur. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des groupes de parole avec des gens qui prenaient les trithérapies et qui étaient en forme et qui ont permis de convaincre ceux qui n'étaient pas convaincus. Donc c'est l'expérience collective qui va faire que les gens vont changer d'avis. Mais à côté de ça, et ça c'est une question politique, il faut faire pression sur les gouvernants pour qu'il y ait des campagnes et une validation institutionnelle. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a que les associations qui parlent de PrEP. Mais l'État n'en parle pas. C'est complet. Alors l'État veut bien qu'on en parle, donner même de l'argent pour qu'on en parle. Mais ils ne veulent pas le faire. Ils ont trop peur de la réaction des conservateurs qui vont dire oh, « Regardez, avec l'argent public, on donne de la PrEP gratuitement pour que tous ces déviants puissent prendre du plaisir. » Et ça, ils ne veulent pas assumer. Donc il faut les pousser à assumer et de dire que c'est un droit, avoir une vie sexuelle épanouie pour tout le monde. On est dans les mêmes débats de la PrEP qu'il y a eu il y a quelques années avec la contraception orale pour les femmes. C'est exactement la même chose avec des débats moraux. Et pour la troisième question... Non, et pour compléter un peu sur la PrEP, il y a un côté schizophrénique dans cette... stratégie de prévention qui a été adoptée en 2016. En 2016, le ministère de la Santé a adopté l'utilisation de la PrEP et a désigné les publics prioritaires. HSH, Afrique subsaharienne, les personnes trans et les travailleurs du sexe. Et de l'autre côté, un mois après, il y a été adopté la loi pour pénaliser les clients. Donc, évidemment, le parcours sorti de la prostitution. Donc, les associations de santé communautaires et autres se sont retrouvées avec un paradigme total qui consiste à dire est-ce qu'on offre un outil pour que les gens se prostituent ou on le laisse s'infecter. Donc, il y a vraiment une incohérence totale de ce qui s'est passé en 2016 par rapport aux politiques législatives. Et ça, il faut vraiment prendre conscience et il faudra prendre responsabilité aussi des conséquences. Puisque pour moi, jusqu'au-là, il n'y a qu'un outil scientifique qui donne des preuves d'efficacité, qui peut être utilisé en faveur de l'éradication du sida, mais en réalité, c'est totalement hypocrite et hygiéniste parce qu'elle n'est pas vraiment accompagné avec la rationalité qu'il faut pour le promouvoir, pour le mettre à disposition et pour faire en sorte que les populations puissent l'approprier parce que leurs conditions de vie ne leur permettent pas tout simplement de s'approprier de ces outils et d'avoir une bonne observance dans l'outil. Et par rapport à ta question sur les SOCUTF, entre 2019 et actuellement, nous comptabilisons déjà 70 personnes trans, toutes séropos, qui ont été au QTF, qui ont été notifiées au QTF, et pour lesquelles, évidemment, on a essayé de faire des recours, et dont beaucoup on a réussi à gagner et on a compris que derrière, il y avait vraiment de l'abus de pouvoir puisque toute la procédure qui avait été menée pour appliquer les OQTF était totalement illégale. La garde à vue, le contrôle, la façon comment c'était passé, tout illégal. Donc oui, voilà. On essaye de comptabiliser, de monitorer au maximum. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de dire qu'elles sont séropos et qui ont été expulsées. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions à vous deux.
Je voulais vous demander le regard que vous portiez et peut-être la crainte que vous aviez quant à la polémique qu'on avait eue sur le communautarisme ces dernières années. Quand on voit les enjeux que c'est pour vos démarches à vous deux, que ce soit une association communautaire, là pour l'instant c'est cantonné au champ de la recherche et de l'université, cette fronde un peu réactionnaire qu'il y a, mais qui déjà, quand vous parlez du besoin qu'on a d'avoir des études, des recherches pour mieux planifier une politique de santé publique, avoir une meilleure connaissance des populations visées, est-ce que cette fronde, elle peut remettre ça en question et rendre ça encore plus difficile de produire des études? Et aussi pour les associations, si par exemple ils pourraient potentiellement avoir une attaque sur les subventions publiques sous prétexte de communautarisme. Vous parlez de la loi sépaраtisme? Ouais, entre autres. Bah oui, nous sommes très très inquiets. Parce que toutes nos stratégies de santé, tout ce que nous avons réussi à mettre en place aujourd'hui en faveur de la société en général, de la santé publique, ça a été mené vraiment entre pairs, en non-mixité. Mais en non-mixité pour développer des capacités communautaires capables de pouvoir rester résistantes face à des multiples facteurs d'oppression créés par cette impossibilité de penser et d'imaginer que oui, la non-mixité peut donner des résultats en faveur de la société en général. Et c'est ça que nous faisons. Nous ne faisons ça, nous faisons pas ça pour nous amuser à rester entre nous. C'est juste parce que ce sont des stratégies beaucoup plus rationnelles et qui vont donner des résultats beaucoup plus efficaces. Mais évidemment, aujourd'hui, nous sommes sous la menace de cette loi et on est 100% sûr que si elle commencera à être appliquée, nous serons la cible des pertes de subventions et ça remettra en question les acquis et ça remettra en question aussi les stratégies qui sont menées aujourd'hui, puisque en réalité, nos actions, bien qu'elles soient menées en non-mixité, au pair à pair, aujourd'hui, elles sont co-construites aussi avec le pluridisciplinaire, comme je disais, l'hôpital Bichat et la Pitié-Salpêtrière et d'autres. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas dans une stratégie vraiment de communautarisme facile. Je pense c'est aussi à nous de mieux capitaliser ce qu'on a fait pour montrer davantage en quoi c'est utile pour l'ensemble de la société. Je pense qu'il y a aussi un effort qu'on doit faire, parce que ça nous paraît comme ça évident, mais on ne l'a jamais ni écrit, ni suffisamment valorisé aux yeux du public, aux yeux des différents partis politiques, pour montrer... je prends l'exemple de différentes lois sur la réduction des risques, sur la démocratie en santé, sur tout ça, c'est des choses qui sont bénéfiques pour l'ensemble de la population, et qui viennent de notre champ. Et il faut montrer que c'est par cette approche faite avec une population spécifique qui a été utile pour l'ensemble des citoyens. Et il faut arriver à dire on ne peut pas avoir une seule vision où c'est l'ensemble des citoyens qui fait pour l'ensemble des citoyens. Il peut y avoir un sous-ensemble de citoyens avec ses propres codes, sa propre culture, ses propres besoins qui ne sont pas forcément les mêmes, qui peut faire avancer les autres, et ce n'est pas forcément les mêmes dans différents champs. Et c'est cette vision-là qu'il faut défendre. Bonjour, moi j'ai deux questions. Alors il y en avait une, c'est pour savoir quelle est la position de la France Insoumise sur le travail du sexe. Et voilà, s'il y a des idées de rectifier ce qui a été voté en 2016. Et sinon, la deuxième question, c'est pour Giovanna, vous avez parlé de faire en sorte que les personnes étrangères puissent changer d'état civil en France, mais ça prendrait quelle forme? Ça serait une carte d'identité qui serait délivrée par la France,
mais pour une nationalité étrangère, je ne comprends pas trop comment ça fonctionnerait. Et du coup, j'aimerais plus d'explications. Voilà. Merci pour cette question qui n'est pas une question piège en réalité, parce que oui, alors la France Insoumise n'existait pas au moment de la loi de 2016, mais il est vrai que certaines personnes qui sont aujourd'hui à la France Insoumise l'ont soutenu à l'époque. Ce qui est certain, au cours des discussions qu'on a pu avoir, au cours du travail parlementaire qu'on a pu avoir au cours de ces bientôt 5 dernières années, c'est qu'il y a une réflexion à ouvrir sur le sujet. Et même on l'a vu au cours de l'épidémie du Covid-19, où notamment la question des aides d'urgence a été soulevée et entrée en contradiction justement, comme tu l'as décrit tout à l'heure, avec la loi de 2016. On a plutôt été dans notre travail parlementaire sur l'idée que il ne fallait pas discriminer dans les associations à qui on donnait de l'argent et à qui on ne donnait pas en fonction de leur position abolitionniste ou non, quoi. Donc on est évidemment pas sur une ligne d'exclusion de tout travail avec des associations qui ne seraient pas abolitionnistes. Au contraire, on travaille avec, je veux dire, nos députés ont rencontré plusieurs fois Accept ST, et je ne crois pas qu'il y ait eu de fermeture nette sur cette question. Voilà, la réflexion, elle est évidemment à mener. Il n'y a pas c'est pas tranché de manière très très claire aujourd'hui dans une position qui reprendrait les oppositions de 2016, qui, je le pense aussi, sont plus tellement d'actualité, en tout cas sous cette forme-là, en termes de paysage politique. Mais c'est notamment aussi à travers la question du VIH que cette réflexion, elle peut se poursuivre. Et juste pour compléter, c'est que j'ai oublié aussi de dire à quel point la loi de 2016 a créé un phénomène d'insécurité et de renforcement de l'estigmate. L'estigmate parce que tu es pute et tu ne sors pas de la prostitution malgré qu'on souhaite t'aider. Donc tu t'exposes, on va te contrôler et on va faire... Donc ça revient au même que le délit de racolage, appliqué autrement par la morale. Et l'insécurité aussi vis-à-vis des clients, en fait, et le stigmate d'être client, en fait, et la peur de devoir se cacher, les deux ensemble, parce qu'ils essayent de rentrer en contact. Et il ne faut pas oublier qu'entre 2016 et aujourd'hui, 16 personnes travailleuses du sexe, femmes, trans et cisgenres, ont été assassinées en France. Et c'est depuis 2016. Donc il y a un phénomène derrière d'insécurité qui est très important, qu'il ne faut pas l'oublier, qui est conséquence sûrement de la loi, même si les défenseurs de l'abolitionnisme refusent de l'assumer. Et puis, pour le changement d'état civil pour les personnes trans bénéficiaires d'une carte de résidente, il faudra que la préfecture puisse donner un accord pour qu'on puisse modifier aux mairies l'état civil basé sur une retranscription d'état civil portée par la préfecture. Et cette retranscription de l'état civil existe déjà pour les demandeurs d'asile. Une fois qu'on obtient le droit d'asile, systématiquement la France, l'OFPRA, va retranscrire l'état civil de la personne, un extrait de naissance. Et ce que nous demandons pour les personnes trans bénéficiaires d'une carte de résidence ou d'une carte pluriannuelle vie privée ou familiale, c'est que la préfecture puisse aussi permettre de recréer une fiche d'état civil avec la mairie.
ce qui permettrait effectivement de modifier l'état civil pour cette personne, où on sait très bien qu'à moyen terme, il n'y aura pas de législation dans la matière. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions et ça tombe bien parce qu'il est 18h02 et qu'on a la salle jusqu'à 18h. Merci à toutes et tous, merci à tous les deux. On va ouvrir un groupe de réflexion sur le VIH là maintenant en fait. Si vous voulez donc un groupe de réflexion inter-équipe thématique mais aussi ouvert à toute personne qui souhaite le rejoindre. Donc si vous voulez le rejoindre, vous pouvez soit venir me voir maintenant, soit me contacter plus tard ou écrire sur l'adresse du livret dans les prochains jours. N'hésitez pas si le sujet vous intéresse, il y a plein de choses à faire. Voilà, merci encore à tout le monde.